J'avoue que ce soir, je vais dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais essayer de vous donner surtout une vision synthétique, j'espère, à la fin. Il ne faut pas que j'oublie les éléments les plus superficiels. Donc, je pense que vous connaissez votre grand palmaire, hein, que vous connaissez votre cubital antérieur. Le grand palmaire longe le versant interne, c'est-à-dire du côté du petit doigt. Hein. On dit interne par rapport à l'axe du corps, donc du côté du petit doigt, externe du côté pouce. Donc, le grand palmaire longe le versant interne du tubercule du scaphoïde, qui lui sert de poulie de réflexion, n'est-ce pas? Et il va à la base du méta de l'index. Ça, c'est quasiment l'axe de la paume. Hein. À mon avis, c'est bien plus important que les contours. Bien sentir cette direction-là. J'ai encore aujourd'hui oublié d'apporter une diapositive de la cause du peuple et des affiches de mai 68, mais c'est marqué, j'y penserai sans doute. C'était difficile avec ce que je vais vous montrer. Donc voilà, le grand palmaire. Le cubital antérieur, c'est l'un des deux adducteurs de la main, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je pense que maintenant vous commencez à vous habituer, il y a un vide ici entre la tête du cubitus et la main, n'est-ce pas? Qui vous permet de ramener la main vers l'intérieur. On appelle ça de l'adduction. Pour ce faire, vous avez, c'est très simple, deux adducteurs, un en avant, un en arrière. En avant, c'est le cubital antérieur que je ne peux pas tellement bien vous montrer car il est enveloppé le gras. Étant donné la fragilité de la région, il y a une localisation graisseuse qui comble le vide, évidemment, et souvent l'espace entre les deux adducteurs. L'autre adducteur, vous le connaissez, je pense, c'est celui que vous devez voir là, qui ripe de part et d'autre de la styloïde, c'est le cubital postérieur. Ils ont des noms tout simples, cubital antérieur à la paume, cubital postérieur au dos, ripant dans cette attitude-là, de part et d'autre de la styloïde. Alors, classiquement, je pense que je ne l'oublierai pas, vous avez un troisième muscle, n'est-ce pas, qui rentre en boutonnière, je devrais dire plutôt un troisième tendon, qui rentre en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe. Mais ce n'est pas tellement ça, n'est-ce pas? Il rentre en boutonnière dans la main, entre les muscles qui prennent leurs racines sur le ligament annulaire allant vers le pouce, et Dieu sait si le pouce n'est que rarement dans le plan des autres doigts, n'est-ce pas? Donc, le petit palmaire qui rentre ici en boutonnière, qui peut contribuer donc au dessin de cette région, n'est-ce pas? Voilà donc les trois cordes, celui-là je ne l'ai pas, les trois cordes qui sont des fléchisseurs de la main, si vous voulez, parce qu'on n'a pas de poignet de ce côté-ci, mais de la main à sa racine, n'est-ce pas? Si je les fais agir tous les trois ensemble, voilà ce que ça donne. Si je fais agir le grand palmaire, le petit palmaire, je ne l'ai pas, n'est-ce pas? Il creuse l'aponévrose palmaire, c'est pour ça qu'on referme l'aponévrose palmaire et on le voit sortir. Et puis, celui-là, qui fait une flexion de la racine de la paume, n'est-ce pas, du côté interne, ou alors l'adduction quand il est, je vous en prie, entrez, mais discrètement, quand il est associé avec l'autre de l'autre côté. D'accord? Bon. En profondeur, vous avez les fléchisseurs, dont j'ai moultement parlé, qui ont des tendons qui arrivent en fourche sur l'avant-dernière, pour les fléchisseurs superficiels, et cette fourche laisse passer sous elle le fléchisseur profond qui va à l'extrémité de la phalange. Ça n'a aucun intérêt. Maintenant, il est temps de le dire, n'est-ce pas? Ça n'a d'intérêt que mécanique et du point de vue du volume de l'avant-bras. Mais au niveau de la main, rien, mais absolument rien. Ils sont dans l'absolue profondeur, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Par contre, les deux éléments primordiaux de la main
au niveau des doigts. C'est drôle parce que dimanche après-midi, dans cette émission comparative qui s'appelle « Le pavé dans la mare », quelqu'un disait, j'ai noté la phrase mais j'ai oublié de la porter, dans les accords, même dans les accords chez Schumann, tous les doigts devaient avoir la même force. Vous voyez, c'est vraiment, ça lui colle à la peau, n'est-ce pas, cette histoire d'annulaire. Hein, c'était vraiment chez lui. Il faut que je donne la citation exacte. C'était un critique qui disait ça, mais du point de vue morphologique, ça signifie bien que pour certaines personnes, les 4 doigts sont équivalents dans leur puissance. Il n'en est rien. Donc, en particulier à la paume, n'est-ce pas, c'est tout à fait extraordinaire. Le pouce a une racine musculaire qui est quasiment une pyramide, vous voyez. Il y en a un là que vous connaissez, c'est l'adducteur. Il y en a un là que vous ne connaissez pas, pendant ce tableau-là, le tableau sèche, c'est le court fléchisseur, n'est-ce pas? Il y en a un là qui porte un nom complètement aberrant. Court abducteur, si par malheur vous avez un livre, c'est un fléchisseur dans ce sens-là, c'est tout. Et puis, en dessous, il y a un opposant. Bon. Opposant, ça veut dire opposer, n'est-ce pas? Opposer les doigts les uns aux autres. Et vous savez très bien que vous pouvez, n'est-ce pas, refermer les mains, comment dirais-je, en demi-tube ou comme ça, n'est-ce pas, pour inclure un objet qui aurait à peu près cette forme. Donc, il y a 2 opposants. Pardon. Sur cette masse au pied du pouce, n'est-ce pas, vous avez donc l'adducteur, le court fléchisseur, ce muscle qui s'appelle court abducteur, mais qui est simplement l'un des fléchisseurs du pouce dans cette direction-là. Il s'insère là et là. Donc, on rapproche les extrémités, ça donne ça, tout simplement. Mais il n'a jamais porté le pouce en dehors. Vous voyez, il est même mou quand on porte le pouce en dehors. Ce qui porte le pouce en dehors, l'abduction du pouce, ce sont bien évidemment les 3 extenseurs que nous avons vus là. Bon, et en dessous, il y a un opposant. De l'autre côté, il y a l'équivalent, n'est-ce pas, à part le rideau, ici. C'est-à-dire qu'il y a un opposant, un court fléchisseur, n'est-ce pas, et alors, par contre, là, un muscle écarteur du petit doigt, vous voyez. Alors, c'est pour ça que dans les livres, il y a une espèce de symétrie. On pense que ça, c'est un écarteur du pouce, c'est faux, n'est-ce pas? Un écarteur du petit doigt, extraordinairement puissant. Quand vous mettez le doigt là, vous voyez bien qu'il y a une formidable contraction musculaire. Mais le créateur s'est inquiété. C'est toujours pas sec. Je suis calme, non? Le créateur s'est inquiété, n'est-ce pas, à l'idée que vous ne puissiez pas utiliser au mieux votre main de ce côté-là. Parce qu'il a bien vu quand même qu'il n'avait pas mis grand-chose, n'est-ce pas, du point de vue structure ici, et qu'il avait mis comparativement, une énorme masse musculaire. Alors ici, rien ne déborde. Hein, c'est simple, 1, 2, 3. Vous avez vos points d'articulation osseuse qui dessinent le pouce. Il y a chez certains garçons, peut-être chez certaines filles, j'en sais rien, très très musculeux comme ça. Bon, parfois l'un des muscles déborde un tout petit peu le méta. On pourra le faire si vous voulez, si vous y tenez, mais j'aime mieux moi une ligne droite, n'est-ce pas, ici. Ensuite, l'os là et l'os là. Tandis que de l'autre côté, pas du tout, ça déborde d'un travers de doigt. Donc, le créateur a pris un muscle comme ceux qui sont sur le front, vous voyez, pour faire les tonnets, par exemple. N'est-ce pas? Vous pouvez même faire ça pour faire les tonnets. D'accord? Bon, vous ouvrez la bouche, vous multipliez l'expression. Mais enfin, dans un premier temps, c'est une expression que vous pouvez faire, une expression mensongère. Hein. Vous ne pouvez pas rire naturellement. Ça, c'est pour ça que les pages de Paris Match, point de vue image du monde, autrefois c'était Vogue, n'est-ce pas, qui faisait ça, ils se sont tous mis à faire la même chose en diffusant des photos de mariage, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez vu dans ces mariages,
si vous regardez un tout petit peu, comme les rires sont complètement faux, parce que les yeux ne rient pas. Pour que les yeux rient, il faut, mais ça, on ne peut pas le faire, à moins d'être vraiment un extraordinaire comédien. Il faut que la paupière s'horizontalise. C'est plus facile à dessiner. Ah ben oui, mais je ne peux pas dessiner. Alors, donc, pourquoi parlais-je de ça? Eh bien, le bon Dieu a mis ici, en surface, n'est-ce pas, des petites fibres paussières. C'est-à-dire, comme pour le visage, vous ne voyez tout de même pas le muscle qui vous remonte les arcades sourcilières dans l'étonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, vous voyez les rides que cela entraîne au niveau de la peau et qui sont en général perpendiculaires à la direction du muscle. Si je prends un scalpel ou un cutter et que j'ouvre la peau ici et que je la retourne, elle est épaisse comme une feuille de papier, si vous voulez. Bon. Et dans l'épaisseur de ce millimètre de peau, n'est-ce pas, si j'avais des lunettes binoculaires, je verrais une minuscule petite ligne, n'est-ce pas, en coupe, une minuscule petite ligne qui correspondrait à la coupe du muscle paussier. Donc ces muscles ne se voient pas, n'est-ce pas? Ils sont dans l'épaisseur de la peau, un peu le grand zygomatique, on en reparlera, mais si peu, n'est-ce pas? Donc là, on a un muscle qui ne se voit pas, mais qui, par contre, lorsqu'on en a besoin, se contracte, vous voyez, tire la peau transversalement pour que nous ayons un creux palmaire. Vous voyez, c'est lui qui est... C'est tout de même pas mal du point de vue du dessin, n'est-ce pas? C'est lui qui entraîne cette strie longitudinale du côté du petit doigt. Je vais couper à peu près là, hein, et je vais essayer de tout mettre. Tout. Alors, je me suis un petit peu entraîné avant de descendre. Voilà. Voilà. Donc, schlang. Peut-être j'ai intérêt à partir du méta de l'index. Méta de l'index. Ensuite, les divers méta. Ensuite, donc, le petit vide. Méta du pouce. Voilà. Ensuite, est-ce que j'aurai assez d'os? Oui, je crois. Allez. Ensuite, la phalange. Phalangine. Phalangette. Lui, c'est l'axe. Ensuite, alors, le médius, l'annulaire, le petit doigt. Le médius, une phalange plus longue, celle-là est peut-être un peu longue. Phalange plus longue. Donc, phalangine et phalangette. Ensuite, l'annulaire, voilà, et le petit doigt. Donc, voilà. Et voilà. Voilà, bien. Ensuite, donc, c'est trop. Donc, mes autres méta, ça n'a bien évidemment pas la même importance structurelle qu'au dos, mais je suis bien forcé de donner le bâti. Voilà. Alors ensuite, le quart. Ah, là, je n'ai pas donné. Donc, là, il y a une tore. Voilà. Ici, l'articulation en selle. Je vais placer ça. Je vais placer mon radius ici. Peut-être que je n'ai pas donné assez d'importance au quart.
Ici, un vide un tout petit peu, pas trop fort quand même, parce que j'ai un tout petit rabattement. Un petit peu, oui. Donc, ici, je vais ébaucher la phalange. Voilà, pardon, oui. Et puis, la phalangette, voilà, qui peut être comme ceci, je pense. Voyons, un petit peu de loin, cette ébauche, là c'est un peu fragile, on va améliorer ça. Donc tout ça n'a pas grande importance, hein. C'est vraiment l'ossature, mais tout va disparaître. Voilà. Donc, au niveau du poignet, n'est-ce pas, qui ne se voit pas de ce côté-ci, mais qui se voit de l'autre côté, nous savons très bien que nous avons la croche, n'est-ce pas, de l'os crochu, un os qui est double, pardon, qu'est-ce que je raconte? Qui est doublement articulé, n'est-ce pas, avec le méta du petit doigt et le méta de l'annulaire, n'est-ce pas? Mais ça, c'est bon pour le dos à la rigueur, mais ici, la seule chose qui nous importe, c'est son côté crochu. Et ici, bien évidemment, l'os, un des os primordiaux de la main, le pisiforme. Alors, vous savez sans doute qu'ici, vous avez le grand os, là, le naviculaire, donc là, le grand bateau, n'est-ce pas, qui présente un tubercule, c'est-à-dire le scaphoïde, n'est-ce pas, qui présente un tubercule voilà. Et ici, vous avez alors donc le grand os, le trapézoïde, et voilà ici la vue interne, si je puis dire. Est-ce que je suis en train de faire une bêtise ou pas? J'ai un trou. C'est bizarre, hein, comme jusqu'à la fin, il y a des choses que j'ai toujours besoin de vérifier. Ben voilà, oui, le tubercule du scaphoïde est bien en bas, ici, n'est-ce pas? Et puis là, on a l'articulation en selle et la saillie. Donc le bateau est là, comme ceci. Mais enfin, tout ça, ça se réduit à ça. Une tubérosité sur le trapèze, le tubercule du scaphoïde, le pisiforme, la croche de l'os crochu. Alors, pour nous éviter tout problème, mettons un fond de ligament là-dedans. Et comme ça, on n'a absolument pas à s'occuper de ces os qui sont concaves par rapport à nous, n'est-ce pas? Qui font une concavité, vous êtes d'accord? Vous sentez bien? Dans laquelle passent les tendons défléchisseurs. D'accord? Et je vous propose aujourd'hui d'agir autrement, c'est-à-dire de placer tout de suite le pont avec ses directions chevronnées. Voilà. Voilà le pont, n'est-ce pas, ligamentaire, qu'on appelle ligament annulaire du carpe, dans sa partie la plus solide. Hein, il a des cordes, si vous voulez, chevronnées, comme ceci, et des cordes rectilignes. Voilà. D'accord? Donc, j'espère que ça vous donne une vision du poignet palmaire, n'est-ce pas? Toute centrée sur 4 points osseux, unis par ce pont ligamentaire. Et j'espère, je ne sais pas, que vous sentez un creux, n'est-ce pas, ici, là, creux dans lequel vous pouvez faire passer, si vous le souhaitez, les tendons défléchisseurs. Ça marche ou pas?
Et là, on n'est pas très loin de l'extérieur. Mais sur ce pont, on va accrocher des muscles. C'est ça? Donc, ça va bouleverser les choses. Alors, ceci est relativement intelligent. Les têtes, il faut les sortir, même si on ne les voit pas. N'est-ce pas? Il faut tout de même que ce soit dessiné convenablement. Donc, pions d'échecs, n'est-ce pas, unis par leur base. Voilà. Ici, même chose pour le petit doigt. Et voilà. Alors, ces 4 métas, vous savez très très bien qu'ils sont unis par leur base. Donc, en fait, c'est un peu la continuité du carpe à leur base. Et puis, ces métacarpiens s'écartent légèrement, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez? C'est ça. Hein? C'est ça qu'il faut bien sentir. Est-ce dans le bon sens? Voilà. N'est-ce pas? Il faut bien sentir le carpe. Je sais, c'est tout petit. N'est-ce pas? L'os crochu, le pisiforme, la saillie du trapèze et le tubercule du scaphoïde. N'est-ce pas? Et les tendons fléchisseurs passeront là où est mon index. C'est clair? Hein? Et au-dessus, vous avez le ligament annulaire qui ferme. D'accord? De l'autre côté, c'est convexe. Là, c'est concave. N'est-ce pas? Alors, quand est-ce que je disais des métacarpiens? C'est extrêmement important du point de vue du dos. Hein, on le voit, on voit le poignet et on prend l'habitude de voir les métacarpiens s'écarter. Oui, mais s'écarter légèrement, vous voyez. Rembrandt, que nous allons regarder souvent, dessine tout bêtement un trapèze, là. N'est-ce pas? Tout bêtement un trapèze. On a ici une forme trapézoïdale au niveau osseux. Mais, sur ce trapèze, sur cette charpente trapézoïdale, eh bien, vous avez des masses musculaires qui peuvent être considérables et qui débordent ce trapèze dans certains mouvements. Donc, on ne peut pas toujours se contenter de cette forme, et Rembrandt ne s'en contente pas. Donc, pour le pouce, j'ai peut-être pas intérêt, j'ai intérêt à continuer les doigts. Alors, ici, vous mettez une trochlée, n'est-ce pas? Hop, hop, et voilà. Une autre trochlée ici, hop, pardon, hop, et hop. Une autre trochlée ici, n'est-ce pas? Hop, et hop. Une autre trochlée ici. Mais tout ça, c'est vraiment du gâchis d'énergie. Hein? Voilà. Voilà. Donc, une autre trochlée, hop, et hop. Une autre trochlée, hop, et hop. Une autre trochlée, hop, et hop. Et puis voilà, les porteuses d'ongles, les phalangettes, avec leurs petits méplats triangulaires, comme une sorte de chandelier, si vous voulez, où les poils vont s'insérer comme ça en profondeur, rentrer très profondément. C'est pour ça que c'est si difficile de se faire arracher un ongle. Et il faut endormir le patient. Tant la pénétration est profonde. Voilà. Donc ici, c'est peut-être un peu épais, non? Donc la phalange du pouce, là la tore que vous connaissez, n'est-ce pas? Et puis ici, ça peut se retourner un peu en arrière par rapport à l'articulation. Voilà. Et là, il y a une chose qui est très mal faite, c'est qu'il y a un nuage, alors qu'il ne devrait ne rien y avoir, n'est-ce pas? Ce vide, perceptible au toucher,
Évidemment, dans la paume, nous n'en allons rien voir. Question. Ben, le but, c'est de tout faire disparaître. Hein? Alors qu'au dos, on garde énormément de choses. Alors, je ne sais pas si vous allez me suivre. On va essayer. On a été retardé. Il est 6h moins 20. Oubliez, mais il faut tout de même que je sois honnête. Alors, vous vous souvenez, il y a des interosseux. C'est intéressant parce que, bon, tout le monde sait que les doigts, dans leur partie visible, présentent des phalanges réunies articulairement par des trochlées, n'est-ce pas? Mais vous avez appris ici qu'à la racine de chaque doigt, il y a un métacarpien. Bon, et ces métacarpiens sont relativement bloqués par leur base et proposent un petit écartement des têtes. Par contre, n'est-ce pas, vous allez pouvoir écarter les phalanges, n'est-ce pas, grâce à des interosseux écarteurs. Ça, c'est au dos de la main. Et à la paume, n'est-ce pas, utilisant les espaces restants à la base des phalanges, vous avez des rapprocheurs des doigts. Et tout à l'heure, au niveau du petit doigt, nous allons avoir un muscle qui va jouer à peu près le même rôle, mais avec une course extraordinairement longue par rapport à ceci. Donc, l'écarteur dorsal que vous avez là, lui, il reste visible, n'est-ce pas? Donc, je peux m'amuser à le dessiner. Il reste visible un instant. Voilà, ici, là. Mais, vous avez déjà vu avec moi qu'il y a un énorme plan qu'on voit en sous-cutané ici, n'est-ce pas, qui part d'ici, qui descend tout le long du méta du médius et tout le long du méta de l'index et même jusqu'au carpe. Et si vous regardez sur le vivant, il y a deux plans possiers correspondant aux deux plans musculaires que ces plans possiers enveloppent. Donc, il faut être très bête, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas faire d'effets morphologiques, il faut être plan, comme ça. Sinon, on perd le caractère, n'est-ce pas? Complètement plan et descendre. Donc, ces deux feuillets, bien évidemment, dans cette vision, le feuillet allant vers le médius couvre tout, n'est-ce pas? Mais il faut le garder dans l'esprit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette espèce de grand éventail, n'est-ce pas, allant, rejoignant le médius. Est-ce que j'insiste assez? Alors, je vais insister un instant, ça ne se voit pas du tout sur le vivant, n'est-ce pas? Mais ça vient jusque-là, de façon tout à fait rectiligne. Par contre, cette partie-là, n'est-ce pas, ici, cette partie-là, voilà, reste sous-cutanée, n'est-ce pas? Qu'on soit bien clair, ce muscle s'appelle l'adducteur du pouce, il porte très très bien son nom, c'est-à-dire qu'il rapproche le pouce des métacarpiens de l'index et du majeur, n'est-ce pas? Et jusqu'à la fin, nous allons garder ce plan tout simple. Mais bien évidemment, si vous aviez une main avec un plan calme comme ça, il y aurait une atrophie, n'est-ce pas?
Ce serait absolument invivable. Donc ça, c'est l'ADD du pouce. D'accord? Et en dessous, nous avons comblé les espaces avec les interosseux. D'accord? Question. Adducteur. C'est la réduction de... Quand vous êtes absent, quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes en dehors, vous êtes absent, c'est AB, n'est-ce pas? Et le muscle qui porte en dehors, c'est un abducteur, un ABD. D'accord? Et les muscles qui rapprochent de l'axe du corps sont des adducteurs, des ADD. C'est clair? Non, c'est pas clair. Les muscles qui nous... Mettons que nous ayons un centre ici, n'est-ce pas? Ceux qui nous portent en dehors de ce point central, n'est-ce pas? C'est du latin, n'est-ce pas? Quand on quitte Rome, n'est-ce pas? C'est ab Roma, avec l'ablatif. Et quand on revient à Rome, n'est-ce pas? C'est ad Romam. Donc, quand on revient vers le centre, n'est-ce pas? C'est ad. Quand on s'éloigne, c'est ab. En français, on peut s'en rendre compte dans le mot absent, n'est-ce pas? Un muscle qui porte en dehors, c'est un abducteur. Dux ducis, en latin, c'est un général. Vous le retrouvez dans le mot conducteur, n'est-ce pas? Qui conduit une voiture. Le dux, c'est celui qui conduit, si vous voulez. Donc, abducteur, ça vous conduit en dehors, et adducteur, ça vous conduit en dedans. Et pour être un peu plus explicite, parfois, je dis celui-là, surtout pour la main où on s'y perd, c'est un ADD, un rapprocheur de l'axe du corps, et ça, c'est un ABD, c'est un écarteur de l'axe du corps. Comme la main n'est pas considérée en tant que telle dans la dénomination des muscles, je me sens un peu anatomiste, là. Eh bien, mais par rapport à l'axe du corps, n'est-ce pas, tout ce qui va vers le petit doigt, ici, comme ceci, ce sont des adducteurs, et tout ce qui va vers le pouce, ce sont des abducteurs. Ça va? Je fais une abduction du pouce, une adduction du pouce. Donc l'adducteur du pouce, il est là, et les abducteurs du pouce sont les extenseurs qui sont là. D'accord? Question. J'ai un écarteur, là c'est plus clair, du petit doigt, n'est-ce pas? Mais comme on parle par rapport à l'axe du corps, eh bien, on l'appelle un adducteur. C'est très embêtant, toutes ces histoires-là. Retenez les formes, mes amis. Question? Non? Ça va? Bon, je peux effacer ça, c'est embêtant. Hein? Ça, même pas, allez. Hop. Je préfère le redire que de garder ça. Bien. Alors, est-il vraiment nécessaire de beaucoup parler des fléchisseurs? Pas tellement, franchement. Disons qu'il y a des fléchisseurs profonds qu'on ne voit plus et des fléchisseurs superficiels qu'on ne voit pas plus, mais au moins, si on les dessine, ça a l'avantage de vous rappeler qu'il y a ici une gouttière, n'est-ce pas, qui est là pour eux, n'est-ce pas, et un ligament annulaire qui est là pour les maintenir, n'est-ce pas? Donc ces tendons passent sous. Vous dormez, je suis désolé, mais ne bâillez pas trop fort, je vous prie. Donc, ces tendons passent sous le ligament annulaire du carpe. D'accord? C'est clair? Alors, où vont-ils? Je peux vous faire plaisir, si par hasard ça vous fait plaisir. Eh bien, ce sont les superficiels
Donc, ils vont en fourche jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, ils fourchent, là. Voilà. Voilà. N'est-ce pas? Et sous eux, tout d'un coup émerge un tendon fléchisseur profond. Et voilà. Je ne vais tout de même pas vous dessiner le fléchisseur profond, puis le superficiel. En voilà un. Voilà. D'accord? Allez, courage, on va vous en faire 4 comme ça. Attention, attention. Ce n'est pas forcément dans la direction de la phalange. C'est beaucoup plus libre. Voilà. Un autre ici. Allez, ouf. Voilà. Donc, un autre là. Voilà, ça ne suit absolument pas la direction des métas. On s'écarte peu à peu. Tout ça ne se voit absolument pas à l'extérieur. Mais ça a un gros intérêt mécanique. Mais alors, du point de vue des formes, bien évidemment, c'est très important au niveau de l'avant-bras. La morphologie aujourd'hui, ça n'est pas à ce niveau qu'elle se situe. L'analyse des formes du vivant, c'est bien évidemment à la racine du pouce et du petit doigt que j'espère vous m'attendez. Mais là, je prépare le terrain pour la dernière fois, n'est-ce pas, en faisant sagement mon anatomie de la région. Voilà. Voilà. Et voilà. Bien. Alors, ça fait joli, hein? Donc, je vais aller glisser un fléchisseur profond. Hop. Hop. Et hop. Et j'espère que vous êtes contents. Et hélas, il faut que je vous avoue une chose, aujourd'hui seulement. C'est qu'il y a une chose très, très étrange. C'est que ces tendons donnent naissance à des muscles. Comme si des muscles qu'on appelle lombricaux en forme de vers de terre, comme si le créateur s'était inquiété à l'idée que ces fléchisseurs s'écartent trop de l'index. Je ne sais pas. On ne sait pas très bien. Alors, vous voyez, c'est bizarre. Je vous le donne là parce que c'est le jour ou jamais. Il y a des vers de terre, des lombricaux. Enfin, vers de terre, c'est idiot. Il y a des muscles mous. Ce soir, je ne vous ai pas mis l'écorché de la main. N'est-ce pas? Qui s'attachent sur ces tendons fléchisseurs et qui viennent s'accrocher à la base de la phalange, n'est-ce pas? Du côté de l'index. Comme s'il fallait pas, c'est pas mal quand même, comme s'il fallait maintenir. Mais est-ce que c'est intéressant pour vous? J'en sais rien. Mais peut-être pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Voilà, il y a des lombricaux ici qui sont monotendineux, et là, ils s'accrochent des deux côtés. Bon, eh ben voilà. Eh ben voilà. Voilà. Et hop, à chaque fois, sur l'os. C'est ça qui est étonnant, n'est-ce pas? Donc, ces fléchisseurs ne sont pas seulement complexes entre superficiel et profond, ils ont une espèce d'arc boutant, si je puis dire, c'est peut-être pas très bon, musculaire, qui les maintient au pied de chaque phalange. Voilà, étrange système.
Mais la main humaine, on n'en finirait pas. Voilà. Si je puis dire, voilà les dessous. Question. Alors, procédons comme nous avons fait pour le repérage tout à l'heure sur le vivant, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons parler de choses graves, de choses qui se dessinent. Nous avons d'abord parlé des fléchisseurs de la base de la main, n'est-ce pas? Du carpe et des métacarpiens. Alors, pardon, si vous voulez, on peut avoir une logique. Comme on vient de parler de ces muscles-là, profonds, etc., vous pouvez peut-être vous souvenir un tout petit peu des muscles précédents. Je vais rester dans l'axe des doigts. N'est-ce pas? Et je vais mettre ce muscle que je n'ai pas, qui rentre en boutonnière dans le ligament. Petit palmaire, que vous pouvez repérer sur vous en creusant l'aponévrose palmaire, en rapprochant la pulpe du pouce de celle du petit doigt, et bien évidemment en fléchissant, n'est-ce pas, le carpe sur l'avant-bras. À ce moment-là, vous voyez une petite corde, je vous l'ai déjà montré. Chez certaines personnes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette corde s'évase déjà vers le bas, avant que de pénétrer. D'accord ? Voilà. Donc ce petit palmaire rentre, et ensuite, ça va être bien embêtant, mais ensuite, il va disparaître temporairement. Je continuerai plus tard. Il va disparaître. Il faut que j'aille jusqu'ici. Je m'arrête là. Il va disparaître dans l'aponévrose palmaire. Non, je peux continuer. Qui a des expansions à la racine de chaque doigt. Donc, c'est au-dessus des fléchisseurs, une espèce d'éventail aponévrotique. Oula, oula, oula. Il faut que ce soit bien dans la continuité du petit palmaire. Voilà. Une espèce d'éventail aponévrotique, comme ceci. Continuant le petit palmaire, et montant, malheureusement c'est de la même couleur que mon fléchisseur profond, mais montant, n'est-ce pas, jusqu'à là, ça va aller, on va s'arrêter là, montant jusqu'à la racine, au-delà même, jusqu'à la mi-hauteur de la phalange, pour limiter l'hyperextension des doigts. Voilà. Je vous ai beaucoup parlé du Dupuytren parce que c'est une maladie qui permet d'aborder la morphologie de la main. Eh bien, ce Dupuytren, c'est une inflammation de cette aponévrose de la main qui démarre du côté petit doigt et qui va peu à peu, si on ne peut pas l'arrêter, n'est-ce pas, et qui va peu à peu vers l'index. Vous remarquerez que le pouce est complètement indépendant de tout ce système, n'est-ce pas? Nous avons mis l'adducteur du pouce, mais nous avons mis les fléchisseurs profonds des doigts, les fléchisseurs superficiels des doigts, les lombricaux s'attachant sur les fléchisseurs superficiels, si je ne me trompe, venant, ou le profond, j'en sais rien, venant s'attacher à la racine de chaque phalange, n'est-ce pas? Et au-dessus, nous avons mis cette aponévrose palmaire
naissant du petit palmaire. Ça vous va? Alors celui-là, je ne l'ai pas. C'est celui qui est là, n'est-ce pas, qui rentre en boutonnière. C'est l'un des 3 fléchisseurs du poignet. Quels sont les 2 autres? Eh bien, je pense que vous les connaissez. Cubital antérieur, il faut que j'utilise du vert. Cubital antérieur allant sur le pisiforme. Alors là, graphiquement, ça a un intérêt, moi, je trouve, n'est-ce pas, de s'accrocher au pisiforme. Vous voyez, c'est une forme très différente de la précédente, n'est-ce pas? Et je trouve que ça donne quelque chose. Voilà, ça donne quelque chose dans le dessin de la main. Ça, petit palmaire et ça c'est présent, comme le ligament annulaire, n'est-ce pas? Regardez sur vous, c'est cette énorme corde qu'il y a là, c'est le solaire de l'avant-bras, n'est-ce pas? Ça vous construit une main. Question? La jeune fille qui m'a prêté le livre de Kaufmann n'est pas là? Si, il est là. D'accord? N'oubliez pas de venir me voir tout à l'heure. Alors, j'ai quelque chose à vous demander, donc ne filez pas comme ça, vous avez une corvée à faire. Alors, question. Ben, vous voyez, c'est maigrichon, hein? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on met le petit palmaire, on a mis le petit palmaire, on a mis le cubital antérieur, si on met le grand palmaire, tout de même, ça serait bien, ça serait très bien. Mais il faut tout de même, pour que vous puissiez lire convenablement, que je mette le seul fléchisseur du pouce, n'est-ce pas? Le pouce a un fléchisseur, rien que ça. Il n'a pas de fléchisseur profond et superficiel, etc. Mais par lisibilité, si vous voulez, je le descends. Voilà. Le voilà, le voilà. La rainure du trapèze, n'est-ce pas? Voilà. Attendez, pardon. Ça passe sous le ligament annulaire du carpe. Hein. Voilà, donc ça passe sous le ligament, mais bien évidemment, la rainure du trapèze est due au passage de ce tendon, n'est-ce pas? Donc ce que vous avez là, mais comme j'ai mis le ligament, donc ça passe là. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Hop, hop, hop. Si ça vous intéresse, il y a des petits cavaliers, comme quand enfin les vieilles installations électriques, vous savez. Alors donc, il y a des petits cavaliers aponévrotiques comme ça, transversaux, pour être sûr qu'ils ne se détachent pas de l'os. Voilà, c'est un tendon puissant, sans aucun intérêt morphologique, hein, mais vraiment rien, comme les fléchisseurs. Voilà, il est là, il est puissant, et vous savez qu'il émerge ici, et qu'il commence très tôt à faire des fibres qui vont s'insérer sur le radius. Là. Voilà, donc le voilà. Bon, il est bien gentil. C'est fait. Mais par contre, beaucoup plus important, primordial, n'est-ce pas? Le grand palmaire. Alors, je ne sais pas renforcer ça avec de l'encre. Le méta est là, n'est-ce pas? Donc, comment je le mets? Peut-être en blanc. Allez. Donc, je n'ai que des craies molles, mais on va y aller. N'est-ce pas? Il s'insère sous
le plan de l'adducteur, il y va. Non, je passe là-dessous. Voilà. Donc, si vous voulez, je le mets là pour que vous sentiez qu'il va s'insérer ici. Et le voilà. Le grand palmaire, le grand palmaire, le grand palmaire. N'est-ce pas? La corde de la paume, n'est-ce pas? La corde de l'avant-bras, d'accord? Et on verrait bien le cubital antérieur s'il n'était pas enveloppé de gras. Mais lui, vraiment, mais là, ça va, vous avez une bonne équivalence morphologique avec le petit palmaire entre les deux. Voilà, donc, vous voyez, pour vous faire sentir qu'il va à la racine de l'index, je pense que tout de même, ça, vous ne l'avez pas oublié, voilà, avec tous les jeux de main que je vous ai faits pour vous montrer à quel point c'est le grand fléchisseur de la racine de l'index. Voilà donc le grand palmaire. Je me demande s'il ne faut pas que je continue un peu le petit. Voilà, voilà. Pour que vous ayez bien, n'est-ce pas, la vision de 1, le grand palmaire, 2, le petit palmaire, 3, le cubital antérieur. D'accord? Ça, c'est présent. D'accord? Sur le poignet. Et en profondeur, si vous voulez, en profondeur, un petit bleu, comme ça. Dans la profondeur, les fléchisseurs. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Voilà. Jusqu'à maintenant, vous connaissiez, je crois. Tout ça, je vous en ai déjà parlé. Question? Non? Je peux y aller. Alors, il y a 3 pour le... Prenons le petit doigt d'abord. Il y a 3 fonctions essentielles pour ce petit doigt. La première, c'est que son métacarpien s'oppose à celui du pouce. J'agis artificiellement, si vous voulez. Voilà, parce que ce n'est pas facile à contrôler, à moins qu'on pratique. Voilà. J'oppose le premier élément du pouce au premier élément du petit doigt. Donc, il va me falloir des muscles qui, si je puis dire, ce serait bien si j'avais un violet, n'est-ce pas? Des muscles qui cravatent la forme. Vous voyez, des muscles qui viennent envelopper le métacarpien, le prendre comme on prend un ami en l'enveloppant comme ceci. N'est-ce pas? Voilà donc le métacarpien, mettons, du petit doigt. N'est-ce pas? Eh bien, nous avons des fibres, j'en prends 3, mais il y en a beaucoup plus. Est-ce que je me fais comprendre? Des fibres qui cravatent. Alors, du point de vue de la forme, oh, ça n'a rien d'extraordinaire. Vous les sentez, si vous tenez à les sentir, vous les sentez sur le méta, n'est-ce pas? Vous sentez que sur le méta, il y a une douceur ici. Voilà. Voilà. Et mon muscle opposant descend comme ceci. Glissé. Vous voyez? Est-ce que j'ai assez rendu le côté cravate? Voilà. C'est peut-être mieux comme ceci. Voilà. 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 Et voilà. Et attention, dans certains livres d'anatomie, c'est assez rigolo, pour expliquer ceci aux étudiants, n'est-ce pas, ils dessinent le ligament annulaire et là-dessus, ils dessinent, c'est très juste, n'est-ce pas,
et le dessine en détail pour qu'on comprenne bien, et ça se voit bien à la dissection, la petite plaque tendineuse qui part du ligament annulaire pour venir chercher ces fibres enveloppantes. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? Parce que ça peut paraître étrange, n'est-ce pas? Ça vient disparaître dans le ligament annulaire. Si vous voulez bien me suivre, c'est passionnant, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que le ligament annulaire n'est pas seulement un anneau, c'est aussi la racine des mouvements propres de l'éminence hypothénare et de l'éminence ténare, c'est-à-dire des éminences qui sont à la base du petit doigt et du pouce, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous avez un opposant ici, couché directement sur l'os. Vous en avez un du côté pouce. Mais si vous me permettez, je vais respecter la vérité, parce qu'il y a parmi vous des gens qui risquent fort d'enseigner ces choses. Donc, je ne vais pas schématiser, je vais donner la réalité, je me rapprocher le plus possible de la réalité. Donc, je ne vais pas mettre l'opposant du pouce tout de suite. Par contre, n'est-ce pas, il est évident, on le voit très bien, qu'on peut fléchir, phalange, métacarpien, toute l'hypothénare, on sent une grosse contraction musculaire. On a donc un court fléchisseur situé au-dessus de cet opposant. Un court fléchisseur qui s'insère là, qui vient s'insérer en avant de l'opposant. Attention, on y va. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est musculeux, hein, ça a beau être le petit doigt. Voilà, 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 voilà. Je ne sais pas si c'est important, j'ai prétendu pendant des années que ça l'était, parce que ça m'intéressait. On aperçoit un tout petit peu de l'opposant ici. Ça veut dire qu'on a un passage en douceur du côté petit doigt. Vous comprendrez mieux quand je parlerai du pouce tout à l'heure. Vous voyez? Mais ça se voit, n'est-ce pas? Les plans musculaires passent en douceur. De l'autre côté, on est tout en contraste. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Je ne sais pas si ça vous intéresse. Regardez, c'est tout en douceur. De l'autre côté, comme on le verra, c'est en contraste. Donc, est-ce que c'est clair? Vous avez un court fléchisseur, ici, venant s'insérer sur le ligament annulaire du carpe, n'est-ce pas? Situé au-dessus de l'opposant. D'accord? Question. Ici. Voilà. Et attendez, ça s'entrecroise avec le court fléchisseur du petit doigt. Donc, voilà, voilà, et voilà. Voilà, la main humaine qui sort peu à peu. Donc ici, là, vous avez un contraste dû au fait qu'il n'y a... Attendez, je suis allé trop loin. Il faut que je me laisse plus. Là. Ah, je suis allé trop loin. Voilà. Il faut que je me surveille. Il faut que je garde absolument ça. Là. Bon, donc, voilà le court fléchisseur du petit doigt. Et voilà cet élément adoucissant la forme de l'opposant
du petit doigt ici. Voilà. Par contre, le court fléchisseur du pouce, chez certains d'entre vous, c'est une brute, dont on voit les faisceaux sous la peau, car il n'y a pas un brin de gras de ce côté-ci. N'est-ce pas? Pas un brin de gras. Voilà donc ce court fléchisseur avec un tendon très très court, n'est-ce pas? Et le fléchisseur du pouce glisse en dessous de ce court fléchisseur. Tant que vous pouvez rajouter du noir, là, c'est bon. N'est-ce pas? Et puis le petit éventail de l'adducteur, ADD, c'est bon. Ça va? Eh bien, je peux y aller? Eh bien, maintenant, l'opposant, bizarrement, qui ne se voit quasiment pas sur le vivant, qui cravate ici, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, qui ne donne aucune épaisseur musculaire au pouce, enfin, chez moi, absolument aucune, n'est-ce pas? Il faudrait prendre le muscle dont je vais parler après pour le voir un tout petit peu. Voilà. Donc, l'opposant est ici, n'est-ce pas? Passant de ce côté-ci, du côté pouce, sur le court fléchisseur. Mais la ligne sombre, n'est-ce pas, que vous avez là, la ligne sombre que vous avez là, le contraste entre la douceur des muscles courts fléchisseurs et opposants au petit doigt, n'est-ce pas, et la brutalité de la racine du pouce, ça, c'est primordial. Si vous aimez les mains, ça se voit. Et vous commencez à sentir, j'en suis bien content, je ne m'en rendais pas compte en ayant le nez sur mon truc, que les fléchisseurs sous l'aponévrose palmaire et le petit palmaire, ça rentre vraiment, c'est en profondeur par rapport à ce qui vient d'apparaître. On est d'accord? Oui ou non? Hein, là, on sent la main venir. L'essentiel manque. Donc, en orangé, les courts fléchisseurs, en rouge, garancé, les opposants. Pour les amateurs, l'opposant du petit doigt est profond, l'opposant du pouce est moyen. D'accord? On y est? Bien. Monsieur Yacoub, on peut fermer les portes maintenant. Merci, madame. Donc, ça y est, vous y êtes? Parce que là, le plus important arrive. Enfin, une des choses essentielles arrive. On y est? Alors, si je pouvais mentir et me servir de ce qu'il y a dans les livres d'anatomie, je vous dirais qu'il nous reste un écarteur du petit doigt. Thierry, puisque c'est par rapport à l'axe du corps, on l'appelle ADD du petit doigt, et un écarteur du pouce, ce serait très simple, n'est-ce pas? Puisque c'est par rapport à l'axe du corps, on l'appellerait ABD du pouce. Mais ça n'a jamais été un abducteur, n'est-ce pas? On ne peut pas mentir impunément, même Richet est embêté. Il fait une note pour dire en réalité ce n'est pas un abducteur, mais il l'appelle abducteur parce que sinon ça complique trop
la compréhension des termes. On s'en fout. Le plus important, ce n'est pas ça. C'est que ce muscle-là, on avait un court fléchisseur ici, n'est-ce pas? On va avoir un autre court fléchisseur, tout bêtement, plus externe que le précédent. Mais ce court fléchisseur plus externe que le précédent, qui dissimule, voilà, qui dissimule l'opposant, en grande partie, eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le mettre en blanc. Oui, comme ça, on verra. Ce court fléchisseur ne déborde en rien. Si vous voulez, je peux faire un petit effort. Voilà. Lui donner un tout petit peu de ventre pour ceux qui aimeraient ça, n'est-ce pas? Mais il ne déborde en rien, l'os. N'est-ce pas? Donc, celui que les anatomistes appellent court abducteur, qui n'a jamais abducté personne, voilà, donne, je suis désolé, c'est un peu mou, voilà, mais il ne faut pas que ce soit aussi fort. Voilà, c'est là que vous devez avoir un contraste. Voilà, voilà. Donc, voilà deux courts fléchisseurs du pouce. Voilà, c'est pas mal là. Posés côte à côte, l'opposant, qui déborde un tout petit peu, mais surtout, n'est-ce pas? L'os est là, l'os est là, l'os est là, l'os est là, l'os est là. N'est-ce pas? Et là, l'os n'est vraiment pas loin. C'est ça qui est primordial. N'est-ce pas? Et vous pouvez l'insérer même sur le tubercule. Qu'est-ce que j'ai mis là comme craie? Sur le tubercule, j'ai peut-être mis du blanc sur... Ah oui, c'est ça, j'avais mis du blanc. Voilà. Vous pouvez même descendre sur le tubercule du scaphoïde. Voilà. Voilà. Voilà l'éminence Thénard, mais, ça je m'en fiche, même si ça on l'a dit, il y a de l'os, pardon, il y a de l'os et il y a de l'os. N'est-ce pas? C'est ça qui me semble essentiel, n'est-ce pas? C'est que dans votre dessin, il reste, quoi qu'il arrive, la présence de l'os. On y est? Regardez sur vous, n'est-ce pas? Ces muscles ne débordent pas la charpente osseuse. C'est clair ou pas? Par contre, vous avez un surplomb par rapport à l'adducteur et à la ponévrose palmaire qui n'est pas de la blague. Et vous avez même une ligne là qui est assez présente. Hein. Ça fera pas mal. Voilà. Ici. On y est? Voilà. Question? Eh bien là, on arrive à une des données essentielles de la main. N'est-ce pas? La grande douceur morphologique, l'enveloppement, n'est-ce pas? Le pouce, c'est un pouce. Du côté petit doigt, c'est vraiment l'enveloppement. Je ne vais pas me prendre pour Rembrandt, n'est-ce pas? Mais si les mains de Rembrandt, qu'on va revoir tout à l'heure, sont tellement extraordinaires, c'est qu'il y a quelque chose en lui de suffisamment intelligent et sensuel qui a bien compris qu'il pouvait y aller fort, n'est-ce pas, dans le contraste entre les muscles de la racine du pouce et les os de la racine du pouce et ces muscles du petit doigt. Et c'est vrai que c'est étonnant. Là, vous êtes venu sur le tubercule du scaphoïde et vous êtes parti de là et vous n'avez en rien débordé en dehors. Là, vous débordez tout ce
que vous pouvez. N'est-ce pas? Vous partez des mêmes lieux, si je puis dire, d'une façon équivalente. Vous allez arriver sur le pisiforme et vous partez d'ici. D'accord? Et vous y allez. Avec une indifférence totale à l'os sous-jacent que vous débordez au maximum. Et voilà la main qui tout d'un coup apparaît, n'est-ce pas? Voilà, ça, n'est-ce pas, c'est l'écarteur du petit doigt. C'est vraiment la grande donnée de la main. Souvenez-vous, il y est, je crois, dans les diapos, du dessin de Rembrandt de la main de ce musicien de jazz, n'est-ce pas? Je crois qu'elle n'y est pas ce soir, n'est-ce pas? Mais voilà des gens, petit palmaire ou pas petit palmaire, dans lesquels il y a un contraste magnifique entre la racine du petit doigt, la racine du pouce, le débordement considérable. Ça paraît mou, mais rassurez-vous, avec le gras, je vais arranger ça. Il ne faut pas avoir peur d'être mou, là. Le débordement considérable en dedans, l'absence de débordement en dehors. D'accord? Voilà. Je crois que j'y suis du point de vue musculaire. Je crois que je n'ai rien oublié. Vous voyez que ça paraît un peu déshabillé, si je puis dire. Hein? Or, vous savez très bien que quand on reçoit une claque, quand on prend un objet, on contrôle plus ou moins, quand on reçoit une claque, on reçoit la paume sur la figure, mais heureusement, c'est protégé par du gras, donc c'est désagréable, mais ça fait pas mal comme un coup de poing. Puis quand vous prenez un objet, vous savez très bien que vous pouvez avoir une certaine tendresse de prise. C'est très simple, tout ça c'est plein de gras. Il n'y a que du gras. Du gras, mais pas du gras qui va faire ça. Voilà, parce que alors là, ce n'est pas la peine que je fasse un cours. Si vous voulez, même, on pourrait faire ça comme, voilà. Mais c'est vrai que ça ressemble à une paume, hein, tout de même. Vous voyez, il suffit d'ajouter quelques... Vous voyez le contraste ici, par exemple, l'abducteur, de faire ça et ça, on n'est tout de même pas si loin d'une paume. On y est? Hein, vous le sentez, ça? Hein? Vous la voyez, votre main? Hein? On va mettre du gras. Alors, le plus scandaleux, c'est le petit doigt. Le petit doigt nous donnerait l'impression que le boudin qui protège la phalange, enfin non, c'est pas nous donnerait l'impression. Le boudin qui protège la phalange est plus long que celui qui protège la phalangine. Donc il faut plus ou moins respecter ces choses. C'est relativement intéressant en fonction de ce que vous voyez sur votre main et sur les mains de vos proches, n'est-ce pas? Donc là, vous avez un énorme boudin. Ça sent plus l'os. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est du boudin, graisseux. N'est-ce pas? Et ça descend très bas. Alors, si vous voulez respecter les choses, alors, évidemment, ensuite, c'est tout petit. C'est tout petit. Et vous avez un pli ici. Mais le problème, c'est où êtes-vous palmé? N'est-ce pas? Ça dépend totalement des individus. En général, la palmure est à, regardez sur vous, mais mi-hauteur de la phalange.
Donc, eh ben, nous allons arrêter ici, ici et là. D'accord? Et ensuite, boudiner jusqu'à la hauteur de cette palmure. On y est? Voilà. Et nous avons un tout petit pli transversal. Voilà. Pour l'index, c'est moins original. Bah oui, faisons l'index, pourquoi pas. Eh ben, c'est un petit peu en dessous de l'articulation. Mais enfin, vraiment, ça ne tient aucun compte de l'articulation. Par contre, en dessous, oui, c'est au niveau de l'articulation. Donc, voilà votre index, le gras de votre index, et vous descendez jusqu'ici, et hop, le gras. On y est? Adieu, fléchisseur profond, fléchisseur superficiel. Tout ça n'a aucun intérêt morphologique. Mais absolument aucun. On y est? Voulez-vous que je fasse le reste? Je me demande si c'est bien utile. Ça aurait peut-être plus de charme en restant comme ça. Non, c'est tellement ennuyeux. Hein? Donc, vous avez des boudins sur les doigts. Bon. Ensuite, eh bien, certains personnages parmi vous, mais vraiment très peu, on n'en a pas trouvé, je crois. Donc, certains êtres humains ont une flexion globale des 4 doigts. À ce moment-là, ils ont un pli transverse palmaire. C'est-à-dire, ça coupe comme ça et on met un gros boudin de gras. Mais chez la plupart d'entre vous, vous dormez pas trop, ça va? Chez la plupart d'entre vous, vous constatez qu'il y a un pli de flexion des 3 derniers doigts. Le voyez-vous? N'est-ce pas? Donc, mes têtes articulaires sont par là, voilà. Donc, il y a un pli de flexion des 3 derniers doigts. Et un pli de flexion des 4 doigts. Alors, je ne sais pas comment est le vôtre. Moi, je copie sur moi. Ça vise le pisiforme. Celui-là est très, très variable suivant les individus. Mais en fait, ce qui vous importe, j'ai peut-être palmé un peu haut quand même. Ma main est plutôt une main longue, donc c'est un petit peu trop là. Voilà, je vais palmer un peu moins. Voilà. Voilà, hop, hop, hop. Ça sera moins choquant. Oui, c'est meilleur. Hein. Je vais reculer tout simplement pour voir la proportion. D'accord? Voilà. Et cette palmure vous empêche de trop écarter les têtes métacarpiennes. Oui, il ne faut tout de même pas que je descende trop bas. Hein. Donc, ça gêne hein, quand même, là, ça. Donc, on va mettre du gras. Alors, allons-y. Au-dessus, légèrement, là. Au-dessus. Voilà, pour que ça marche ici et au-dessus. Voilà. Et si vous y tenez, allez, hop, 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 légèrement. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon. Alors, maintenant, ces languettes-là, aponévrotiques, certes, on les voit, mais pas dans cette position. Dans cette position, le gras vient en avant pour saisir l'objet qu'on a envie de prendre avec douceur. Pour voir ces languettes, il faut étendre les doigts et on constate qu'elles repoussent le gras, n'est-ce pas, et que ça fait à la racine de chaque doigt une languette qui maintient l'extension du doigt, à tel point que si on tire, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais dans la position dans laquelle je suis désolé, elles vont en grande partie disparaître.
Donc, l'important, n'est-ce pas, suivant le caractère que vous avez envie de donner à cette main, n'est-ce pas? Mais c'est tout de même passionnant, ça. Vous voyez graphiquement comme c'est intéressant. Pas trop insister là, mais bien, voilà. Eh bien, vous allez donner une flexion des 3 derniers doigts. Ce qui vous donne, je vais vous montrer une petite taupe que j'ai ramassée à la campagne un jour, sur un chemin. C'est bouleversant, n'est-ce pas? Les taupes sont vraiment des animaux bouleversants parce que comme on ne les voit jamais, comme elles ont une fourrure absolument sublime, on trouve un petit morceau de fourrure sublime sur le sol, comme ça, avec des petits doigts, des petites mains extraordinairement émouvantes, et qui n'ont rien d'humain. N'est-ce pas? Ce sont des mains symétriques, où le médius est plus long. C'est tout le contraire de la main humaine. Donc c'est très, très émouvant, avec son groin, comme ça, voilà, ses mains symétriques, et puis elle a une espèce de pelle à poussière. Elle n'a pas de pouce, vous verrez, elle n'a pas de pouce, mais elle a un gros ongle pour chasser la poussière à chaque fois qu'elle fouille, comme ça. Voilà. Et les gens ne les aiment pas parce qu'elles abîment les pelouses. Voilà. Mais par contre, dans ma jeunesse, les taupiers, c'était les gens qui étaient sourciers aussi. C'est-à-dire des gens qui se promenaient dans un herbage avec un petit bout de coudrier comme ça, et qui sentaient et la source et la taupe. Comme s'il y avait un lien entre le point d'eau et la taupe. Donc ça, ce n'est pas une taupe. Hein? Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Et vous avez ici une énorme protection graisseuse. Enfin, quand les gens ont une sensualité à revendre, c'est quasiment une grosse goutte, n'est-ce pas, d'huile, n'est-ce pas? Voilà. Sans se laisser aller. Et puis là, voilà. Mais par contre, ici, vous n'avez pas besoin de déborder. Hein. Il n'y a presque pas de gras. Il y en a un peu plus que du côté pouce. Mais c'est là, surtout, qu'il faut bien sentir ceci. Voilà. Et enfin, ça, c'est tout de même paradoxal. Et ça a donné en anatomie des choses assez tristes. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vu suffisamment, à mon goût, le contraste entre l'adducteur et le fléchisseur, n'est-ce pas? Eh bien, la ligne dite de vie, qui va au tubercule du scaphoïde, voilà, n'est-ce pas, a fait tellement d'impression sur certaines personnes qu'ils en sont venus à dessiner une masse molle, là. Non, pas du tout. Le lombrical, on ne le voit pas. Hein. Mais l'adducteur, le plan de l'adducteur, ça, ce n'est pas de la blague. J'insiste, si vous voulez. Le plan de l'adducteur, ça, vraiment, ce n'est pas de la blague. Vous l'avez même en double. Hein. Voilà. Vous avez même un petit bout d'interosseux dorsal. J'aurais pu faire mieux. Là. Voilà. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, ça c'est bien. Donc, le plan de l'adducteur est très présent, n'est-ce pas? Beaucoup plus, cette ligne, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas chez moi, cette ligne de vie, elle ne donne rien morphologiquement. À l'inverse des deux précédentes, et surtout de celle-là, qui je trouve a une énorme présence morphologique. C'est pour ça que les gens qui ont un pli transverse palmaire, ça, tout de même, il faut bien dire, c'est noir ça? Oui. Il faut bien dire que ça transforme complètement je ne peux pas m'en servir, si. Voilà, je peux faire comme ça. Vous voyez, imaginez une ligne noire là, enfin un pli là, comme ceci, supprimez ça, vous voyez à quel point ça change le dessin de la main,
et la fonction de la main. Ce sont des gens qui prennent les choses comme ça. Je crois que je n'ai rien oublié, n'est-ce pas, de ce que je voulais vous dire de la paume. Bon, alors peut-être en bas, vous trouvez ça un peu maigre. Vous auriez raison. Donc, on peut peut-être ajouter ici, vous vous souvenez, il y a le tendon du... Quelle heure il est? Ah, il est moins le quart. Le tendon du... Comment ça s'appelle? De l'humérostylo-radial. De l'autre côté, il y a le premier radial, etc. Et puis, vous vous souvenez que, dissimulant ce tendon, il y a les corps charnus des extenseurs du pouce ici. Par contre, vous vous doutez bien que là, ça reste nu, n'est-ce pas, au point de faire un croissant de lune, qu'il ne faut pas dessiner trop bêtement, qu'on appelle tubercule lunarien, n'est-ce pas? L'artère radiale passe là, donc c'est là qu'on prend le pouls, d'accord? Donc c'est nu, vous pouvez regarder, c'est nu. On appelle ça la gouttière radiale. Donc ensuite, entre le grand palmaire et le cubital antérieur, il y a ce qu'on appelle la gouttière des fléchisseurs, dans laquelle passe éventuellement le petit palmaire, n'est-ce pas? Et puis, en dehors, vous n'avez pas beaucoup de corps charnus du cubital antérieur, vous n'avez pas beaucoup de corps charnus du cubital postérieur, mais par contre, nous l'avons dit, n'est-ce pas, une fois qu'on a respecté ce vide ici, on peut mettre une localisation graisseuse protectrice là. Donc, à ce moment-là, tout de même, c'est mieux, non? Vous avez une racine de votre dessin qui respecte le vide de l'adduction, la tête cubitale, la localisation graisseuse, n'est-ce pas? Et voilà, je crois que c'est bon. Je n'ai pas mis de gras sur le pouce. Il n'y en a pas beaucoup, hein, très très peu par rapport au doigt, rien à voir. Donc vous en mettez le moins possible, voilà, pour être dans la vérité. Voilà, très 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 peu. Voilà, et là, n'est-ce pas, vous ne vous répandez pas trop dans le mou, vous passez le plus séco possible par rapport à l'os. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas, dans votre dessin. Vous sortez l'os ici, vous sortez l'os là, et ça, vous le dessinez selon votre goût, en fonction de la structure que vous avez donnée au pouce. Pour tout vous dire, c'est un des cours qui me donne le plus de trac, parce que je peux tout louper en me laissant aller à une mollesse, n'est-ce pas? Donc je crois que ça va, mais il faut tout de même que je mette des tas de trucs mous. Ah, c'est un peu étroit dans le bas. Hein? Il faut que je mette des tas de trucs mous. C'est bête, je n'ai pas vu ça du tout. Voilà, bah, il suffit que j'en remette un peu là. Voilà. Et un peu ici. Et que je réélargisse là. Voilà, je pense que ça va mieux. Hein? Et puis alors à ce moment-là, j'ai la tête ici, le vide là. Et puis là, la styloïde radiale et les deux convexités musculaires. J'espère que ça va mieux. Voilà. Question? Ben voilà, vous avez un dos de main plein d'os et de tendons, n'est-ce pas? Et vous avez une paume de main, pas trop vulgaire, ça va, pleine de gras, n'est-ce pas? Une chose qui ne va pas, là, il y a une concavité inacceptable ici. Il ne faut pas tomber dans le mou, mais il faut respecter le gras. C'est vraiment pas évident. Voilà. Et ce ventre-là, il est important. Hein. Oui, il est important. Donc, il est important. Et vous voyez, là, ça raccorde sur le muscle. Donc, en fait, il y a les deux grands points qui sont là. Et puis, il y a tout ce gras qui glisse peu à peu dans les formes musculaires. Voilà, on va regarder quelques images pour se détendre.
Ah, c'est ravissant. Ça, j'adore. C'est une des premières radiographies qui est réalisée au monde. C'est une de ces malheureuses qui ont été tuées lors de la Révolution russe. Elle avait des problèmes graves de poignet. Là, la pauvre, vous voyez, elle a une ossature du poignet qui est minuscule, là. Et ça ne devait pas être très solide d'avoir un pouce reposant sur un énorme vide comme ça. Donc, elle devait avoir une fragilité absolument considérable. Et ça fait penser, par exemple, au deuxième mariage de Philippe IV d'Espagne, où vraiment tous ces êtres qui ne survivaient pas, et on continuait hardiment, si je puis dire, à pratiquer le mariage consanguin, etc. Regardez Lautrec, qui se casse les fémurs et les tibias, au même moment, tombant d'un petit tabouret. Il y a tout de même... Alors, par contre, bon, alors, oublions tout ça, puis vous voyez, elle a des gros doigts, enfin, c'est pas très gai. Mais par contre, ce qui est très joli, ce sont les bijoux, non? Et de voir ces deux bagues là-haut, au-dessus de la palmure. N'est-ce pas? Et je sais pas, ça, cubitus radius, vous lisez tout, non? Sauf le poignet que vous avez énormément de mal à lire. On lui a fait étaler la main, mais ouais, ça n'a pas donné grand-chose pour le poignet. Diapo suivante. Alors ça, c'est une étudiante qui très gentiment m'a fait ça avec son père. Elle était mariée, donc elle avait une alliance, vous voyez, et elle a demandé à son père de lui faire une radiographie des mains, parce que je me plaignais qu'il n'y eût que des radios à plat, donc de ses mains en mouvement. Donc on voit très bien les masses musculaires de raccordement interosseuses, etc., adducteurs, interosseux. Et on voit, n'est-ce pas, à quel point les doigts seraient libres s'il n'y avait pas les palmures, parce que l'alliance est partie toute seule, très haut, eh bien, elle s'arrête là où commence la palmure, qu'on ne voit absolument pas sur la radio, évidemment. Alors là, il y a un petit os dont je ne vous ai pas parlé, c'est vrai. C'est la rotule du pouce, j'ai oublié. Il y a une rotule interne, un sésamoïde, diapo, qui donne plus de force au fléchisseur. C'est joli ce qu'elle a fait là, non? Très, très joli. Et la situation de l'alliance, vous voyez, et regardez la finesse des doigts, le côté très spatulé. Voilà. Les têtes, enfin, tout y est, quoi. Diapo suivante. Ça, c'est une radio de doigt, tout simplement, pour montrer à quel point, vu de profil, le même doigt peut être fin et spatulé, vous venez de le voir. Diapo suivante. Alors, voilà une radio de poignet classique, avec le radius, le cubitus, le vide. Si ça vous amuse, scaphoïde, semi-lunaire, pisiforme et pyramidal, grand os, trapèze, trapézoïde, os crochu. Et voilà, vue latérale que je n'ai pas encore étudiée, hein, il me reste à faire ça, les deux vues latérales. Donc, justement, ça sera très utile peut-être, je ne sais pas, mais je crois, pour jeudi prochain, je vous ferai ça en travers, là, sur le tableau. Diapo suivante. Voilà, alors ça, c'est ce que nous avons souvent dit. Lors de l'abduction, ça bloque sur la styloïde radiale et on voit très très bien le vide entre la tête de cubitus et le carpe. C'est un peu flou. Diapo. Alors ça, c'est une jeune personne, garçon ou fille, en pleine puberté, qui est peut-être, je ne sais pas moi, qui est peut-être très grande et on se demande si elle grandira encore. Donc on fait classiquement des radios de main et de poignet pour voir où en sont les cartilages de conjugaison. Et vous voyez, là, ils sont encore bien ouverts, donc la stature de cette personne n'est pas atteinte, n'est-ce pas? Donc éventuellement, aujourd'hui, on trafique ces choses pour éviter que les gens ne soient des géants ou des nains, en modifiant le profil hormonal et endocrinien. Une chose qui est assez jolie, c'est que le pisiforme est visible au travers du pyramidal parce que ça rend plus radiopaque, n'est-ce pas? Diapo suivante.
Alors voilà, voilà la fracture classique du radius. Vous voyez? Voilà. D'accord? Donc vous voyez que ce n'est pas de la blague, n'est-ce pas? Le radius maintient bien le carpe du côté pouce, alors que vous pouvez faire une ADD, une adduction considérable du côté petit doigt. D'accord? Alors là, c'est le lendemain de l'accident. Diapo suivante. Vous voyez, 1 mois plus tard, ça s'est réossifié. Évidemment, pour le moment, sans exostose, mais vous voyez que c'est bien plus blanc, bien plus radiopaque. Et vous vous doutez que des accumulations de fractures, bien évidemment, peuvent entraîner des petites gènes, etc., l'arthrose et compagnie. Voyez. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez le trapèze bien décroché par rapport au scaphoïde. Là, vous voyez bien le pisiforme sur le pyramidal, etc., etc. Diapo suivante. Là, voilà. C'est quand même un des animaux les plus émouvants qui soit. On peut peut-être mettre au point un petit peu. Voilà, voilà. C'est ravissant. C'est délicieux de soulever ça. Là. Et vous voyez, au pied, elle n'a presque rien, n'est-ce pas? Tout est dans ses mains. Elle devait être morte depuis un certain temps, parce que vous voyez, elle a le ventre complètement creux. Et le thorax tout à fait sorti, comme les cadavres qui sont morts depuis une dizaine d'heures. Et comme les dissections, c'est pour ça que dans les livres d'anatomie, les gens ont la cage complètement sortie. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà, là, je lui ai mis un morceau de marronnier sous la main. Et ça n'est pas un pouce, c'est la pelle, la poussière. Hein. Voilà, vous voyez bien les 5 doigts. Et à l'inverse de ce qui se passe chez l'homme, le médius bien plus long que les autres. Diapo suivante, il est 7 heures.